réel enfonce la porte. Avant de passer au message suivant, un petit message de Thierry qui dit « C'est bien de se serrer les coudes entre médias indépendants, continuer à créer du lien pour dénoncer et lutter contre la censure. » Et justement, on va reparler sur le sujet suivant. Après X, l'Europe voudrait W. Absolument, absolument. C'est drôle d'ailleurs parce que après X, je croyais que W ça passait avant X. Je crois, je me trompe pas, Alex. Effectivement, c'est l'ordre de l'alphabet. C'est intéressant. Alors voilà, alors écoutez, l'ancienne responsable des données de eBay, Anna Zeiter, a dévoilé le 20 janvier, là on est en pleine actualité, W. Oui, parce que vous savez que ça s'appelait Twitter, Elon Musk en rachetant Twitter l'a dénommé X. Eh bien, l'Europe se bat. Ils ont laissé passer la GAFAM, ils ont laissé passer énormément de choses. Et évidemment, Internet, on avait le Minitel, on a laissé passer tout ça, mais la résistance européenne arrive, l'antithèse de X, identité vérifiée, données hébergées en Europe et promesse de lutte systématique contre la désinformation au nom de la souveraineté numérique du continent européen. Voilà. Donc, elle a présenté, Anna Zeiter, je ne sais pas si on peut voir son image, donc de Anna Zeiter à Davos. Thibaut, est-ce qu'on a l'image d'Anna Zeiter par hasard? Voilà, c'est Anna Zeiter, regardez. Elle lance ça, alors lutte contre la désinformation. Attention, vérification d'identité obligatoire. Si vous voulez être là-dessus, il faut passeport ou pièce photo. Données hébergées, effectivement. Voilà, il n'y a pas d'anonymat. Qui est Anna Zeiter? Juriste suisse, spécialiste de la vie privée et de la protection des données. 10 ans de carrière chez eBay. Elle a été chef privacy officer, doctorat en droit, etc. Voilà, elle dit que, effectivement, on va lancer W. Alors, on s'est interrogé, Alexandre Gloire Gardé, qui finance W? Eh bien, c'est financé principalement par des investisseurs technologiques scandinaves, surtout suédois, dans une logique de souveraineté numérique européenne. Le projet est porté comme filiale de la société suédoise d'activisme climatique We Don't Have Time, nous n'avons plus le temps, déjà soutenu par de nombreux investisseurs privés. L'Union européenne soutient un investissement d'environ 500 millions d'euros. Voilà, l'Union européenne met 500 millions d'euros le lancement et le développement de W. On ne connaît pas exactement la répartition entre capitaux publics et privés, mais voilà. Donc, vous allez avoir à côté de X, justement, W, c'est intéressant. Moi, j'aurais dit Y, parce que après, non, ils ont voulu être avant, très bien. Écoutez, on verra. Qui cliquera verra, on verra ce que vaut W. Après tout, eh bien écoutez, on n'est jamais trop nombreux dans la maison de mon père, surtout, si la censure ne va pas exercer ses ravages, comme dans d'autres médias, comme dans d'autres, effectivement, sites et autres. Voilà, nous allons voir et nous jugerons sur pièce. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors dans Berkoff sur le vif, on parle souvent des squatteurs et le Sénat a pris le taureau par les cornes. Oui, effectivement. Écoutez, pour une fois, vous savez, vous connaissez l'histoire, quand vous partez en vacances, vous partez même en week-end prolongé, etc. Et puis vous rentrez, la clé rentre plus dans la porte, et puis votre maison est occupée. Et puis pour en sortir, non, vous pouvez pas en sortir comme ça. Il faut quelquefois attendre des semaines, des mois, etc. Action en justice, parce que vous voulez rentrer chez vous et qu'il y a quelqu'un qui a changé les serrures et qui a changé le truc EDF, voilà, le poste EDF. Alors, le Sénat, le 20 janvier, a adopté une réforme de la loi anti-squat à la proposition de loi dit choc, conforter l'habitat, l'offre de logement et la construction. Et ça permet quand même, c'est une bonne chose, l'expulsion administrative de certains occupants en moins de 72 heures. Là, c'est une révolution. Quand on sait, on a reçu ici à Toxin, à Berkoff sur le vif, le nombre de gens qui étaient désespérés de ne pas pouvoir entrer chez eux. Écoutez ce qu'en dit la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassonne. Le texte pénalise donc le maintien dans le domicile d'autrui, même lorsque l'entrée s'est faite dans un cadre légal. Il élargit aussi les procédures d'expulsion aux bureaux, au commerce et aux autres locaux, mais il distingue bien les squatteurs
des locataires en difficulté de paiement. Il y avait besoin de compléter cette loi qui date pourtant que de 2003. Hein. Oui, mais les choses ont évolué. On voit bien avec la multiplication, par exemple, des meublés touristiques, où il peut y avoir un détournement de l'usage du meublé touristique. Et à ce moment-là, le propriétaire est complètement démuni. C'est le cas aussi puisque on avait fait les procédures anti-squat uniquement pour les logements. On voit que ça peut aussi se produire dans des locaux commerciaux, dans des bureaux. Et puis, n'avait été prise en compte que l'introduction dans un logement par des voies frauduleuses. Or, il y a maintenant des pros du squat, si j'ose dire, qui peuvent rentrer de façon légale, entre guillemets, dans un logement, parce qu'on leur a, par exemple, remis des clés. Une fois qu'ils sont dans le logement, ils changent tout de suite les serrures, ils changent les abonnements, et bien après, le propriétaire n'arrive plus à les faire sortir, ou en tout cas ne peut pas engager une procédure dans un temps très court, parce que justement, il n'y a pas eu d'introduction par voie frauduleuse. Voilà, donc effectivement, alors attention, ce n'est pas voté, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Pour le moment, le Sénat l'a adopté, il faudrait que l'Assemblée nationale l'adopte. On espère que ce sera fait, et ce sera fait assez vite, avec tous les locataires, les mauvais payeurs. Alors, ce n'est pas des squatteurs, c'est autre chose. Mais les occupants indus de location touristique de courte durée, à parler d'Airbnb, la sénatrice, etc. Voilà, l'occupation illicite doit être constatée par un officier de police judiciaire. Mais, encore une fois, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que le préfet peut statuer dans un délai resserré jusqu'à 72 heures au maximum. Et donc, ça change un peu les choses, parce que, encore une fois, c'était une très longue impatience, je dirais, d'arriver à rentrer chez soi. Avec juste une petite précision, c'est que même ça reste toujours pareil. Le problème, c'est que le préfet peut agir en 72 heures, mais s'il n'ordonne pas à la suite l'expulsion, on se retrouve encore coincé. Tant qu'on n'a pas dit au préfet que ce serait une obligation d'ordonner l'expulsion. Peut-être que l'Assemblée nationale, et on l'espère, ajoutera cette notion d'obligation. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors on a des Nostradamus des temps modernes, mais malheureusement, comme ils prédisent sur une courte distance, on peut vérifier qu'ils se trompent. Ah, le climat, là aussi, combien on a reçu, combien moi j'ai personnellement reçu, mais comment vous osez vous rappeler la phrase immortelle de la directrice de France Inter, Adèle Van Rett, pas question de discuter du réchauffement climatique, même pas question d'évoquer le changement climatique pour le contester, ce n'est pas valable chez nous. À France Inter, pas question. Écoutez, à Berkoff sur le vif, il en est question. Pourquoi il en est question ? Simplement parce qu'il faut rappeler, vous savez, on pourrait faire 3 émissions de 5 heures chacune sur ce qui a été dit sur le réchauffement climatique, sur la couche d'ozone, sur les migrants climatiques, sur les noyades, sur la fin de tout. Par exemple, je vous rappelle comme ça, il faut évoquer ça, c'était sur France 2, oui, c'était en 1989, le 24 janvier, très exactement, vous voyez, donc voilà, ça fait 36 ans. Henri Sagnier, voici ce qu'il disait en 89, écoutez. Arrêtons-nous quelques secondes sur une information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. Laurent Massardier. Il fait chaud ou il refera chaud. Et le réchauffement de la Terre, même si certains n'osent pas s'en plaindre, risque d'avoir des conséquences dramatiques d'ici la fin du siècle, dans 10 ans seulement. Les rayons du soleil, après réflexion sur la Terre, devraient retourner dans le cosmos. Mais du fait de la pollution industrielle quotidienne, qui forme une sorte de couche opaque, les rayons se trouvent piégés par cette couche et c'est l'effet de serre, avec la fonte de la calotte glaciaire. Conséquence directe, le niveau des mers pourrait s'élever de 1 mètre, ce qui serait suffisant pour inonder des zones entières des 5 continents. Voilà, c'est-à-dire que si on écoute cela, en l'an 2000, je dis bien 2000, on est en 2026, je le rappelle comme ça, à titre documentaire, des tas de villes côtières auraient dû être noyées.
C'était la hausse des océans. Et on sait qu'il n'y a pas eu quelques millimètres en 25 ans, même pas, 1 à 2 millimètres. On sait que les investisseurs continuent à bâtir des grands ensembles, des grands immeubles, des sublimes villas sur les côtes un peu partout, Atlantique, Pacifique et compagnie. On sait cela et je vous rappelle que c'était prévu pour l'an 2000. On sait qu'il y a eu tous les rapports possibles et imaginables de ce point de vue-là. Or, il n'y a pas que là. Et en 60, vous voyez, après, donc ça c'était 1989. Donc, en l'an 2000, on pensait qu'effectivement tout ça allait être terrifiant, écroulé. Eh ben non. Alors, on récidive et on continue, hein, et surtout, et de plus belle. C'est Al Gore, le grand champion de la lutte contre, effectivement, l'effet de serre et contre le réchauffement climatique. En 2009, je rappelle toujours que nous sommes en 2026, donc c'était à la COP 15, voici ce que disait Al Gore. Some of the models suggest to Dr. Maslowski that there is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, il dit 75% de chance, selon les autorités d'Al Gore, que le pôle Nord, en été, soit totalement dénué de glace, mais qu'il n'y ait plus un centimètre carré de glace sur le pôle Nord. Et on a vu ce qui se passe et ce qui s'est passé, et ça continue encore et encore. Je ne parlerai pas de Greta Thunberg. How dare you, après avoir opté pour des voyages en bateau. Voilà, ça se passe comme ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'était vraiment... alors, Gore avait été corrigé, évidemment, par un certain nombre de scientifiques. On le sait, l'océan Arctique n'a jamais été totalement libre de glace en été sur la période 2014-2016, ni depuis. L'Arctique se réchauffe bien plus vite que le reste du globe, ce qui entraîne une baisse durable de l'étendue de l'épaisseur de la banquise. Oui, la banquise fond, mais la prédiction d'un pôle Nord ne s'est jamais réalisée. Et surtout, on nous dit réchauffement climatique, ne touchez pas. Mais par hasard, attendez, vous savez ce qui se passe en ce moment ? Aux États-Unis, dans le Nord et le Haut Midwest, température ressortie. Au moment où on parle, là, aujourd'hui, moins 45 degrés dans le Nord et le Haut Midwest des États-Unis, avec risque d'engelure en quelques minutes. Température souvent en dessous de moins 20 degrés dans certaines zones du Midwest et proche de moins 18 degrés dans plusieurs grandes villes de l'Ohio Valley. Le sud des États-Unis, Texas, Louisiane, le sud, qui en général sont plutôt chauds, il fait chaud, touché par les températures nocturnes sous 0 degré, suffisantes pour neige et verglas sur plusieurs jours. Cœur de la tempête hivernale du 23 au 26 janvier 2026 avec neige, glace et blizzard du centre du pays jusqu'au nord-est. Vague de froid plus longue, ambiance arctique sur environ 10 jours, avec froid anormal persistant. Enfin écoutez, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Selon tous les scientifiques du GIEC et d'ailleurs, le réchauffement devait être déjà achevé. Mais comment ? Il y a encore de la neige, il y a encore du froid anormal. Oui, c'est normal de ne plus avoir froid. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y avoir faim, d'y avoir froid, disait les Restos du Cœur. Là, ce sont les écologistes du cœur qui nous disaient on est foutus. La migration, des milliards ou des millions et des centaines de millions de migrants vont quitter. Alors qu'il y ait des problèmes de réchauffement, qu'il y ait des problèmes, mais qu'on en fasse une apocalypse, comme on l'a fait depuis des dizaines d'années. Une apocalypse, c'est que le monde est mort et que le monde est foutu et que le monde est en train de vraiment de brûler. Il y a de la marge et on aimerait bien que tous ces braves gens, quand même, continuent un tout petit peu à réfléchir. Et surtout, moi je n'exclus rien, on n'exclut pas ici, mais qu'on ait la pluralité. Au nom du pluralisme, vous refusez à des gens qui ne sont pas totalement d'accord sur votre conception du réchauffement climatique, vous refusez à ces gens-là de s'exprimer.
C'est ça la liberté d'expression, on revient à la censure et autres, cette censure qu'ils exercent pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec votre narratif, votre idéologie. En fait, soyons clairs, vous n'en avez rien à foutre du réel, pardon d'être vulgaire, mais je le dis, vous n'en avez rien à voir avec le réel, vous n'en avez rien à faire avec le réel, ce qui vous intéresse, c'est votre narratif idéologique. Le reste, eh ben écoutez, c'est pas grave, on en parle, ce sera oublié. Voilà, eh bien écoutez, réchauffez-vous avec nous. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et en 1993, des personnes faisaient de l'humour et finalement, ils n'avaient pas prévu que ce serait des prédictions. Ah non, mais écoutez, c'est très simple. La plus belle analyse de Davos 2026, la plus belle analyse, une vraie analyse, eh ben vous la trouvez en 93. Comment qu'est-ce que vous racontez ? En 93 ? Mais ça fait pas 33 ans, 32 ans, oui, justement. Écoutez, c'est très, très, très simple. Écoutez ce que disaient les guignols de l'info de Canal+. À l'époque, c'était en plein 93. Écoutez, PPD et Sylvester, Monsieur Stallone. C'est pas Monsieur Stallone, Monsieur Sylvestre. Écoutez-les, vous allez voir, c'est une analyse politique de tout premier plan. Arrêtez, Monsieur Sylvestre. C'est sérieux. Vous ne pouvez pas faire un accord mondial sans l'Europe. Ah bon ? Le vieux continent, c'est le berceau du commerce. Ah bah ouais, hein. Nous restons le centre du monde. Ah putain, c'est bon de rigoler, hein. Le centre du monde. Attends, je vérifie sur ma carte. C'est quoi votre nom ? L'Europe. L'Europe. Non, y a pas. Ah bon ? Marqué, on n'a pas mis les petites îles, hein. Mais si, on est là, plus à gauche, là. Ah, moi, c'est pas une carte de géo, c'est une carte du commerce. C'est pour ça. Tu veux que je t'explique ? Bon, bah, allez-y. Bah, le monde, c'est comme une ville, maintenant. T'as le centre-ville, l'Europe, avec des beaux monuments pour les pigeons, des restaurants pour les vieux, et des boîtes de nuit pour les cons. D'accord ? Alors là, vous schématisez, hein. Et puis, il y a le centre commercial. Ça se trouve autour du Pacifique avec nous, les Niakoué, le pognon qui tourne, les magasins qui clignotent et les immeubles qui poussent. Vous semblez oublier que ce centre-ville, comme vous dites, est le plus grand marché du monde, 300 millions de consommateurs. 300 millions ? Ah ouais, ça fait peur, hein. Nous, dans le Pacifique, on n'est que 1 milliard, hein. Et encore, je te compte pas la Chine, hein. Parce que quand la Chine s'éveillera, bah, après qu'elle aura fait son café et puis pris une bonne douche, bah, on sera 2,5 milliards. Bon, ça sera pas faire, monsieur. Ouais, bah, faites ce que vous voulez, mais si vous regardez bien la carte, vous verrez qu'on s'en fout complètement. Et oui, et franchement, une des analyses les plus remarquables qui soit de ce qu'on vit en ce moment. Mais rappelez-vous, c'était Maastricht, bien sûr, grand marché intérieur. D'ailleurs, aujourd'hui, on est 420 millions, hein, on n'est plus 300 millions. Grand marché intérieur, discours politique triomphal, l'Europe puissance, ça va être extraordinaire le marché. Vous voyez, aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez vu, chez les généraux de plateau, chez les politiciens de plateau et tout ça, oui, pourquoi l'Europe n'intervient pas, etc., sur l'Ukraine et compagnie, on est les plus grands, on est les plus forts. Ouais, c'est formidable. C'était vraiment voilà. On dormait à l'ombre du parapluie américain, l'OTAN, c'était magnifique. Voilà, et on était le centre du monde. Et voilà que Monsieur Sylvestre, en 93, disait quel centre du monde. On voit très très bien ce qui se passe aujourd'hui. On voit très très bien comment l'Europe est devenue dans les coulisses, en train de regarder un spectateur. Voilà, on reçoit Zelensky de temps en temps, on lui donne des milliards, et puis on regarde, et puis on dit on regarde l'Iran, on dit rien sur l'Iran parce qu'on n'a rien à dire, on ne peut rien faire, etc., etc. Et c'est extraordinaire parce que en 93, voilà, déjà on le savait. Quand la Chine s'éveillera, elle a le livre de Perfit, et c'est vrai que ça y est, le centre du monde a basculé vers l'Asie, on le sait déjà depuis assez longtemps. Donc, l'Union européenne, c'est intéressant parce que on est là, on est encore un très grand marché, on est encore une puissance. On n'est pas une puissance parce qu'il n'y a pas d'Union européenne, parce qu'il y a une Union européenne qui a mis la charrue de l'euro avant les bœufs de l'identité, de savoir qui on est et avec qui on a envie d'être, voilà. Donc face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, face à l'Inde, qui on est. Eh ben, vous voyez, ça ne me réjouit pas du tout, mais Monsieur Sylvestre, eh ben, il n'avait pas complètement tort déjà en 1993.